Les Émirats arabes unis sont un petit peu plus remontés contre l'Iran, ce qui est complètement légitime, puisque ce sont les Émirats arabes unis qui ont reçu le plus de projectiles de la part de l'Iran, de tout le Moyen-Orient, Israël compris. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Justement, parler avec Steve Ohana de l'aspect énergétique de la crise et de la possibilité d'une reprise des hostilités. Et il nous disait que ce seront probablement les Émirats arabes unis ou peut-être d'autres pays du Golfe Persique qui risquent de faire les frais d'un second round de confrontation entre les Iraniens et les États-Unis. C'est-à-dire que les Iraniens se vengeront d'une attaque américaine contre les pays du Golfe Persique. C'est effectivement ce que l'on dit aussi à Dubaï. C'est ce qu'on dit à Dubaï, c'est ce qu'on constate surtout, hein. Oui, C'est pas très compliqué à deviner, c'est de la géographie bête et méchante. C'est-à-dire que pour atteindre Israël depuis l'Iran, il y a quand même plusieurs pays à traverser, des milliers de kilomètres à faire, donc il faut des technologies qui sont particulièrement efficaces. C'est un peu plus facile de les voir arriver, tout simplement, puisque voilà, quand un missile ou un drone fait plusieurs milliers de kilomètres, forcément, il y a de quoi les intercepter. Alors que les Émirats arabes unis, voilà, physiquement, je suis à une centaine de kilomètres des côtes iraniennes. et, C'est la même chose avec le Qatar, c'est la même chose avec le Bahreïn, avec et Oman surtout, aussi. Donc, il n'y a pas les systèmes de protection qu'il y a par exemple en Israël. En tout cas, leur alors, efficacité est moindre. si, bon, on a quand même suffisamment parlé de ça. Aux Oui, Émirats, les systèmes de protection sont quasiment les mêmes que ceux qu'il y a en Israël, puisque visiblement ils ont été prêtés oui. par Israël. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Et puis, non, non, il y a relativement peu de frappes qui atteignent de réelles cibles, mais disons que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple, moins coûteux entre guillemets, de viser. Des Émirats arabes unis, le Qatar ou le Bahreïn, voire l'Arabie saoudite, qui sont techniquement beaucoup plus proches et qui sont beaucoup plus pénalisés, entre guillemets, par ce blocus, puisque il n'y a pas il y a pas de voie de secours. Pour les Émirats, il y en a une petite avec cette espèce, avec le port de Fujairah Ouais. et l'oléoduc entre Abu Dhabi et Fujairah qui donne directement sur l'océan Indien. Mais même ce port a été légèrement bombardé il y a une semaine et demie. Pour l'Arabie Saoudite, il y a également un pipeline, mais c'est voilà. Disons que ce sont ceux qui souffrent le plus économiquement de la guerre, et donc en rajoutant un peu, ça leur met une pression importante. Ça met une pression également importante sur leur population. Ce sont des pays qui tiennent aussi beaucoup à leur réputation de sécurité, etc. Donc, qui n'ont pas vraiment intérêt à ce que de nouvelles frappes arrivent. Alors concrètement, eux, qu'est-ce qu'ils feraient c'est-à-dire, vous pensez ils essayent de faire pression sur Donald Trump aujourd'hui pour ne pas justement attaquer, pour ne pas reprendre les hostilités avec l'Iran? C'est pas ce qu'ils font exactement, je suis pas dans leur petit papier, mais en tout cas, si on y réfléchit, il a été documenté que l'Arabie Saoudite et le Qatar avaient commencé discrètement à négocier avec les gardiens de la Révolution, hein, quasiment directement, Oui. pour voilà, essayer de faire en sorte qu'ils ne tapent pas certains endroits en particulier qui étaient stratégiques. Pour les Émirats arabes unis, je n'en sais strictement rien. Je sais surtout que les Émirats arabes unis sont un petit peu plus remontés contre l'Iran, ce qui est complètement légitime, puisque ce sont les Émirats arabes unis qui ont reçu le plus de projectiles de la part de l'Iran, de tout le Moyen-Orient, Israël compris. Bon, si on retranche évidemment tout ce que le Hezbollah a envoyé sur le nord d'Israël. Mais en tout cas, en provenance d'Iran, ce sont les Émirats arabes unis qui ont été la cible privilégiée, même plus qu'Israël, depuis le début de la guerre. Donc forcément, à un moment donné, ils sont un petit peu remontés, c'est le moins qu'on puisse dire. L'autre indice qui montre que une opération militaire n'est pas forcément pour demain, entre guillemets, c'est le fait que Donald Trump, on le connaît en général, quand il crie très fort, il se passe jamais grand-chose derrière. C'est Oui. quand il dit pas grand-chose que ça tape, hein. Rappelons-nous, le lancement de l'opération, c'était quasiment pendant des négociations à Oman entre des Américains et des Iraniens. Voilà, on l'oublie beaucoup, mais en février, c'est comme ça que ça se passe. On est en négociation, il n'y a pas de menace. Depuis, les tweets ultra agressifs de Donald Trump était souvent le prélude à une période de calme. Quand on regarde, typiquement, quand il explique que la civilisation va s'éteindre, etc.,
Je crois que 2 jours après, il y a le cessez-le-feu qui depuis n'a Ouais. pas été énormément brisé. Donc là, en ce moment, Trump fait beaucoup de bruit. Ça signifie qu'on est davantage sur une montée en pression qui vise à obtenir quelque chose. On voit aussi que la Chine est un petit peu intervenue là-dessus, hein, puisque on voit que en quittant la Chine, Donald Trump a fait un petit avertissement, a délivré un petit avertissement à Taïwan notamment en disant ne comptez pas trop sur nous. Bon, je pense qu'il comptait déjà pas beaucoup sur les États-Unis, Ouais. vu de la fidélité des États-Unis à leurs alliés, qui est pas forcément un modèle ces dernières années. Et donc, ça signifiait aussi que quelque part, les Chinois ont dû leur dire, écoutez, si vous voulez qu'on vous arrange vos petites affaires là-bas et que, en définitive, l'Iran finisse par accepter quelque chose, il faut peut-être nous lâcher quelque chose. En tout cas, ça y ressemble fortement. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez la nature des tensions qui existent aujourd'hui dans le contexte de guerre aujourd'hui depuis le 28 février entre les Saoudiens et les Émirats arabes unis. Elles se maintiennent et quelles sont les causes profondes de cette crise actuelle? Alors, les causes profondes, parce que oui, la stratégie militaire n'est pas exactement la même, mais c'est lié déjà à la géographie, hein, l'Arabie Saoudite est un pays qui est immense, donc bah, forcément, il est beaucoup plus compliqué de cibler, etc. Beaucoup plus éloigné de l'Iran aussi, mais ça date d'assez longtemps. Les stratégies de ces deux pays sont de devenir très attractifs. Alors c'est une stratégie très ancienne pour les Émirats et plutôt nouvelle pour l'Arabie Saoudite, de devenir très attractifs vis-à-vis des investisseurs internationaux, etc. Et donc forcément, étant donné qu'ils sont les deux champions de l'investissement et de l'attractivité économique de la région, ça crée des petites tensions assez naturelles en fait, hein. Pour le coup, ça c'est pas si choquant. Mais Euh, et par rapport à l'Iran, hein, c'est-à-dire dans leur positionnement par rapport à voilà. l'Iran. Et dans le positionnement par rapport à l'Iran, ben, il y a déjà les accords d'Abraham, hein, très clairement. À partir du moment où les Émirats arabes unis sont signataires des accords d'Abraham et les mettent en pratique de manière assez claire, et où l'Arabie saoudite n'y est pas, forcément, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Oui, mais De même, on est les Émirats d'accord arabes unis. on est Ouais. d'accord à l'origine, Arnaud, que c'est les Saoudiens qui avaient poussé les Émiratis à rentrer dans les accords d'Abraham. Voilà, donc je pense que les Émiratis l'ont fait naturellement, c'est le Bahreïn plutôt qui est rentré dans les accords d'Abraham, Sous la sans doute pression, oui. un petit peu poussé par l'Arabie Saoudite. Oui. Les Émiratis ne demandaient que ça, enfin en tout cas je pense, c'est l'analyse qu'on en avait fait déjà à l'époque sur d'autres chaînes, et Oui. avec vous d'ailleurs aussi Daniel. Donc voilà, c'est davantage le Bahreïn qui s'est retrouvé à devoir signer ces accords alors que bon, c'était pas non plus, Oui. sa population n'y était pas ultra favorable. Aux Émirats, ça n'a jamais été réellement un débat. Mais maintenant qu'il y a cette espèce de quasi-alliance militaire, en tout cas de défense, il y a des aides israéliennes, ça a été documenté, qui sont Ouais. faites aux Émirats arabes unis et vice-versa. Forcément, ça crée un peu plus de tension. Les Saoudiens, alors, il y a aussi cette espèce de vision saoudienne. Les Saoudiens se voient comme les leaders du grand Moyen-Orient, là où les Émirats se positionnent en leader économique du Golfe Eh oui. arabo-persique Mhm. et ont une vision plus mondiale, là où les Saoudiens ont une vraie vision très régionale. Voilà, ça pose aussi des soucis. Il y a l'Arabie Saoudite est 3 fois plus importante en termes de population, beaucoup plus riche, etc. Donc on est sur un grand frère et un petit frère, et c'est davantage, je dirais, des querelles de famille qui souvent s'arrangent à la fin. Qu'autre chose. Il faut pas voir ça comme le début d'un vrai conflit, entre guillemets. Ils ont des intérêts communs, enfin, ils ont des intérêts communs, mais qui à un moment qui doivent se partager, et c'est le partage qui pose problème. Le fait de quitter l'OPEP était très clair aussi pour les Émirats. C'est qu'à un moment, on fait savoir que bah, malheureusement, mes intérêts économiques et financiers ne sont plus les mêmes que celui du cartel qui est dirigé par l'Arabie Saoudite. Voilà, et Alors, c'est le alors, message qui a été. ouais, une dernière question concernant les Émirats. On parle beaucoup en Israël ces derniers jours des rails de la paix, de cette alliance entre Israël, l'Inde et les Émirats arabes unis qui pourrait conduire peut-être, on va dire, à un chemin de fer de la paix qui irait, on va dire, de New Delhi jusqu'à Haïfa. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui se concrétise, on peut supposer que les Émirats le souhaitent, n'est-ce pas?
On en parle de ça, hein. Pour le coup, j'ai vu plusieurs posts, voilà, qui parlaient de cette espèce de jonction qui devient maintenant indispensable, hein, et on s'en Ouais. aperçoit, puisque le détroit d'Ormuz devient un vrai enjeu. Il faut multiplier les voies Terrestre. d'exportation, etc. Oui, effectivement, on en parle. Alors, je pense qu'on en parle un peu plus en Israël, mais il est vrai qu'il y a un moment, le transport ferroviaire de manière un peu intensive, et notamment pour des marchandises, etc., et le débouché par la Méditerranée serait complètement logique, notamment pour les Émirats arabes unis. Je comprendrais parfaitement qu'ils visent une ouverture méditerranéenne de par leur alliance avec Israël. En tout cas, si j'étais à leur place, c'est ce que je viserais. Eh bien, on va en rester là. C'était très intéressant, comme d'habitude, de parler avec vous, dialoguer avec vous sur ce qui se passe dans les Émirats arabes unis aujourd'hui. Donc, c'est ces tensions et on espère en tout cas qu'ils n'auront pas à subir un second round de confrontation entre les Américains et les Iraniens. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Bye bye.